Bonjour. Alors, dans cette partie théorique, on va parler de l'héritage. Donc, c'est juste parce que... Enfin, on y va. Donc, dans un contexte de classe de données. Donc, les principaux types de classes qu'on a vus jusqu'ici dans le cours, en fait, à ce moment-là, c'était les classes d'instance, essentiellement les classes de données, et les classes statiques, donc de méthodes, de données, ou alors de données et de méthodes. Donc, ici, vous avez un exemple de classe de données. Donc, les principes fondamentaux de l'orientation objet, c'est instance versus classe, regroupement des données et des méthodes, encapsulation, héritage et polymorphisme. Donc, ici, on va un peu plus aborder la notion de l'héritage. Donc, l'héritage des classes, en fait, ça permet de hiérarchiser les classes entre elles. Donc, on a déjà vu ce concept-là dans le cadre de la hiérarchie des classes d'exception. Okay. Donc, le système exception hérite de exception. Et on a toutes ces classes-là qui dérangent, qui sont des systèmes exception, qui héritent de système exception, dont, entre autres, arithmetic exception et argument exception. Donc, dans un contexte de hiérarchie de classe, on va dire que system exception est une classe dérivée de exception, que system exception hérite ou descend directement de exception, que argument exception hérite ou descend indirectement de exception. Donc ça ici, ça hérite ou descend indirectement de exception. Que exception est la classe parente ou le type de base de system exception et aussi de application exception. Que exception est le grand-parent de argument exception. Donc ça, c'est son parent, puis ça, c'est son grand-parent. Et en fait, que system exception, ici, est l'ancêtre commun le plus rapproché à la fois de overflow exception, que vous avez ici, et que argument null exception. Donc, quand on remonte la hiérarchie, quand est-ce qu'on rencontre un parent commun? Ça va être celui-là ici. Donc, ça va être system exception. Donc, en C#, la méthode spéciale typeof permet d'aller chercher les caractéristiques associées à un type. On parle à ce moment-là de réflexion dans le jargon. Quand on va chercher de l'information sur des types, dans le programme lui-même, on parle de réflexion. La propriété baseType permet de connaître le type de base d'une classe, donc la classe parente d'une classe. Donc, par exemple, si vous faites typeof systemException.baseType, mais ça va vous donner exception. Si on fait typeof divide by zero exception, qu'on va chercher son baseType, puis qu'on va chercher son baseType, donc divide by zero exception, ça va aller chercher le grand-parent de divide by zero exception. Donc divide by zero exception, baseType, donc system exception. Qu'on a ici. Il existe aussi une autre méthode intéressante qui est appelée getType. Donc, alors que typeof opère sur des types, getType opère sur des valeurs ou des objets. Okay. Donc, les deux donnent cependant accès à la même information sous-jacente, c'est-à-dire les métadonnées sur les types. Donc, si on fait typeof int, ça va nous donner l'information sur, ça va nous donner le type entier. Si on fait 5.getType, ça va aussi nous donner le type entier. Donc, typeof s'applique à un type, puis getType s'applique à un objet ou une valeur. Donc, les deux, évidemment, sont égales, parce que les deux, c'est entier. Et si on stocke la variable 10 dans la variable i, puis qu'on fait i.getType, on va obtenir le type entier qui correspond à la valeur qui est stockée dans la variable. Question. Quel est le parent de exception? Alors, en C#, il existe un type spécial qui s'appelle object, qu'on peut aussi écrire object avec une lettre minuscule, ou alors une lettre majuscule. Ça, c'est l'ancêtre universel de tous les autres types, donc de toutes les classes, et même des entiers puis des autres types de base. Donc, tous les types en C# descendent directement ou indirectement de object. Okay. Donc, typeOfException.baseType, c'est object, puis typeOfObject.baseType, c'est nul. Donc, object n'a pas lui-même n'a aucun parent. Donc, object, c'est l'ancêtre universel de toutes les autres classes. Maintenant, la notion de sous-classe, de superclasse, de is-subclasse of. Donc, dans le jargon orienté-objet, si une classe descend directement ou indirectement d'une autre classe, on va dire que c'est une sous-classe de la classe en question. Par exemple, si on prend divide by zero exception, c'est une sous-classe de exception.
Si on prend int, est-ce que int est une sous-classe de exception? Non. C'est pas, int n'est pas un descendant de exception. Est-ce que int est une sous-classe de object? Oui. Est-ce qu'une classe est elle-même une sous-classe? Est-ce qu'une classe est une sous-classe d'elle-même? Eh bien, l'opérateur is, en fait, ici, je n'ai pas répondu à la question ici, la réponse c'est oui, une classe est une sous-classe d'elle-même. L'opérateur is, permet de savoir si une donnée est d'un type considéré ou alors d'un supertype d'un parent. Donc, est-ce que 5 est un entier? Oui. Est-ce que 5 est une exception? Non. Est-ce que 5 est un objet? Oui. Donc, si on se définit une nouvelle exception qu'on la stocke dans la variable x, est-ce que x est un divide by zero exception? Oui. Est-ce que x est une exception? Oui. Est-ce que x est un objet? Oui. Est-ce que x est un entier? Non. Donc, on va considérer pour un moment la hiérarchie ci-contre. OK, donc on a un animal avec un poids, une date de naissance, un lion, qui est aussi un animal, un zèbre qui est aussi un animal, et un homo sapiens qui possède une langue maternelle. Okay. Donc, par héritage, le lion va posséder les champs que possède l'animal. Donc, le lion possède aussi un poids et une date de naissance. Le zèbre possède aussi un poids et une date de naissance. Et l'homo sapiens possède aussi un poids et une date de naissance en sus de sa langue maternelle. Donc, comment on ferait pour coder la hiérarchie que vous avez ici? Ben, voici comment on ferait ça. Donc, public classe animal, on nomme les deux champs qui font partie d'animaux. Un lion, c'est un animal. Donc, c'est comme ça qu'on écrit ça, lion, animal. Il n'y a aucun champ particulier qui est ajouté. Donc, l'intérieur des accolades est vide. Le zèbre est un animal. Et il n'y a aucun champ particulier qui est ajouté. Par ailleurs, l'homo sapiens, c'est un animal et on lui rajoute une langue maternelle comme champ additionnel. Donc, à propos du lion lui-même, supposons qu'on crée un nouveau lion avec un poids de 450. Est-ce que le lion est un lion? Oui. Est-ce que le lion est un animal? Oui. Est-ce que le lion est un homo sapiens? Non. Okay. C'est quoi la date de naissance du lion? Il n'y en a aucune pour l'instant parce qu'on n'a pas affecté de valeur. C'est quoi le poids du lion? 450. C'est quoi la langue maternelle du lion? On peut pas parce qu'un lion n'a pas de langue maternelle. C'est quoi le base type de lion? C'est animal. C'est quoi le base type de animal? C'est object. Donc, quelles sont les classes, les champs, qui sont présents dans la classe étudiant qu'on a ici? Donc, un étudiant, c'est un homo sapiens, c'est un animal. Quels seraient les champs présents dans la classe étudiante? Alors, effectivement, l'étudiant, puisqu'il hérite d'homo sapiens, possède une langue maternelle, et l'étudiant qui hérite d'homo sapiens hérite aussi d'animal, donc il possède aussi un poids et une date de naissance. Et il faut savoir que par défaut, quand on déclare une classe, puis qu'on met aucun parent, qu'on spécifie aucun parent, mais par défaut, le parent, c'est object. Okay. Donc, coder comme ça, ou coder comme ça, c'est parfaitement équivalent. C'est la même chose. Okay. Les classes abstraites maintenant. Une classe abstraite, c'est une classe qui est héritable, mais non instanciable. Okay. C'est-à-dire une classe dont l'unique objectif, en fait, c'est de classifier ou de hiérarchiser d'autres classes. La manière la plus simple de comprendre ce concept-là, c'est de reconsidérer à nouveau notre hiérarchie animale. Okay. Donc, on a un animal ici qui est une classe abstraite maintenant. Et on a un lion qui est un animal, un zèbre qui est un animal et un homo sapiens qui est un animal. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il existe vraiment des animaux dans la nature? Vous allez me dire oui. C'est sûr qu'il y a des animaux. OK. C'est quoi ton animal? Ah, c'est un chien. Ah, c'est un chat. Ah, c'est un serpent. Donc, à chaque fois que vous allez me donner un animal, je vais pouvoir vous dire, ah, c'est telle affaire, c'est telle affaire, c'est telle affaire. Est-ce qu'il existe vraiment quelque chose qui est un animal, mais qui n'est pas un chien, qui n'est pas un chat, qui n'est pas une chauve-souris, qui n'est pas tous les animaux que vous pouvez imaginer dans votre tête, puis tous les animaux qui sont répertoriés dans les livres de biologie? Évidemment, des fois, on découvre des nouvelles espèces, ok, puis on ne l'a pas encore classifié. Mais, vous comprenez ce que je veux dire. Il n'existe pas quelque chose qui est un animal sans être une espèce spécifique. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'animal, c'est une classe abstraite. Il n'existe pas d'instance d'animal. Tous les animaux sont soit des lions, des zèbres, des homo sapiens, des chauves-souris, des larves, des escargots, n'importe quoi. OK?
Donc, c'est ça une classe abstraite. Donc, une classe abstraite, comment qu'on fait pour déclarer une classe abstraite? C'est rien de plus simple. On met abstract, donc public abstract class animal. Donc, la classe animale devient abstraite à ce moment-là. Et puisqu'elle est abstraite, ben, c'est pas possible d'instancier une nouvelle objet. Donc, on pourrait pas faire ça comme ça ici. Donc, cannot create instance of the abstract class or interface animal. Donc, impossible de créer une instance de la classe abstraite ou de l'interface animale. Donc, en résumé, en C#, tous les types sont hiérarchisés. La classe objet, c'est l'ancêtre universel duquel dérivent toutes les autres. On peut créer ses propres hiérarchies de classes, donc ses propres classes qui héritent de d'autres classes. Les champs sont hérités automatiquement dans les descendants. Une classe abstraite est héritable, mais non instanciable, et sert essentiellement à classifier d'autres classes qui, elles, sont appelées concrètes, qui, elles, sont instanciables. Les opérateurs, les fonctions, les méthodes qui sont utiles pour interroger la hiérarchie, donc faire de la réflexion, c'est getType, typeOf, baseType, isSubclassOf et is. Vrai ou faux, ou compile pas. Donc, est-ce que 5 est un entier? Vrai. Est-ce que 15 est un objet? Vrai. Est-ce que int est un sous-classe de object? Oui. Est-ce que le type de 5 est une sous-classe du type de object? Alors, le problème ici, c'est que typeOf, ça prend un type. Okay? Donc, typeOf 5, ça marche pas. Ça serait 5.getType. Donc ça compile pas. Est-ce que 5.getType est une sous-classe de typeOf valueObject? Oui. Est-ce que typeOf int est une sous-classe de typeOf object? Oui. Est-ce que typeOf object est égal à typeOf object? O minuscule, O majuscule? Oui. Est-ce que int.getType est égal à typeOf 5? Ici, on a deux erreurs de compilation parce que ça devrait être 5.getType puis typeOf int. Okay? Donc, int.getType, ça marche pas, puis typeOf 5, ça marche pas. Est-ce que 15.getType est un objet? Oui. 5.getType, ça va donner int, puis est-ce que int est un objet? Oui, parce que int est un type, ce qui est un objet. Est-ce que newException.getType.baseType, c'est égal à typeOfObject? Donc, newException, une nouvelle exception, on va chercher son type, on prend son baseType. Est-ce que c'est égal à typeOfObject? La réponse, c'est oui. Alors voilà, c'est terminé.